nous devons observer une certaine discipline par rapport à ces plateformes technologiques. Quand on vous dit que l'inscription se termine à telle heure, alors, c'est-à-dire que le système est programmé de telle façon que à cette heure-là, tous les liens sont désactivés et personne ne peut plus les activer, donc vous ne pouvez plus accéder. Alors, pour la plateforme Moodle, c'est comme ça. Si on dit tel jour à 18h, alors à 18h, quelques secondes, c'est fermé, c'est fini. Et même si vous me demandez à moi, vous demandez à Lambert d'ouvrir, personne ne peut plus ouvrir. Donc, c'est important. Même chose pour Zoom, c'est plus flexible. On vous donne les liens, mais à un moment donné, nous devons aussi fermer la classe pour ne pas être perturbé. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, cette formation va être dispensée en utilisant deux plateformes. D'abord, Moodle, où nous allons mettre les documents, nous allons mettre les vidéos, où nous allons créer aussi d'autres plateformes, des plateformes par exemple de discussion virtuelle, des plateformes où vous pouvez déposer des liens, où vous pouvez déposer vos devoirs et ainsi de suite. Et donc ça c'est Moodle. Mais maintenant pour communiquer, nous allons utiliser Zoom, c'est ce que nous faisons maintenant. Donc Zoom, c'est vraiment pour faire la présentation, poser des questions, mais les ressources, les discussions et autres choses, c'est sur Moodle. Donc, il y a les deux plateformes qui sont là, mais qui sont complémentaires. Alors, je suis content qu'il y a des collègues ou des doctorants qui ont suivi ce cours en même temps que moi. Je sais que moi, il y a des collègues qui ont essayé de me faire peur en disant, écoutez, il faut faire attention, vous risquez d'échouer alors que les doctorats vont réussir. Moi, j'ai dit, l'échec, pour moi, ce n'est pas une option. Je dois tout faire pour réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, vous voyez qu'on commence à utiliser ceci. Je crois que ça nous a permis de faire vraiment un pas important en avant. Parce que nous pouvons le faire de façon indépendante. Alors, je remercie déjà quelques doctorants qui m'ont aidé à développer cette plateforme et d'autres qui m'aident maintenant à mettre les cours en ligne, à gérer sur le plan logistique et tout ça. Je crois que nous allons travailler tous ensemble et vraiment c'est très important pour ceux qui ont suivi et réussi ce cours, mais nous allons aussi aider les autres à voir comment ils peuvent utiliser ces plateformes. Alors, je voudrais maintenant partager l'écran pour commencer le cours. Voilà. J'espère que vous voyez l'écran. Oui, je vois bien. Ok, très bien. Donc voilà, le cours porte sur l'élaboration des projets qui sont utilisés pour mobiliser des ressources auprès des bailleurs ou comme on dit les donateurs. On va voir de quoi il s'agit. Alors, d'abord, on commence par les résultats qui sont attendus de ce cours. Nous attendons un certain nombre de résultats. D'abord, à la fin de ce cours, c'est un cours de 1 mois, une raison de 2 heures par semaine, et puis il y aura des devoirs que vous allez faire. À la fin de ce cours, chaque participant doit avoir élaboré un document de projet prêt à être soumis, un document de projet qui remplit toutes les conditions pour bénéficier des financements des bailleurs. L'autre résultat, c'est que nous allons être en mesure de créer un inventaire des sources potentielles de financement et sur les différents domaines que nous allons aborder. Et cet inventaire, nous allons le mettre en ligne et donc nous serons en mesure de le mettre à jour régulièrement. Nous allons aussi développer un guide pour l'élaboration des projets. En fait, nous allons prendre les présentations qui vont être faites ici. Nous allons les enrichir avec vos contributions, avec les questions qui seront posées, les feedbacks, et nous aurons un guide que chacun pourra utiliser pour
pour préparer un projet et nous prévoyons de délivrer des certificats de réussite ou de participation. Des réussites parce que ceux qui se sont inscrits sur Moodle, ils seront en mesure de déposer leurs devoirs dans la plateforme et donc ces devoirs vont être évalués. Il y aura deux types de certificats. Ceux qui se sont inscrits sur Moodle, ils pourront être évalués et donc ils pourront obtenir des attestations de réussite à la fin du cours. Mais ceux qui ne participent que sur Zoom et n'ont pas l'occasion de déposer leurs travaux dans la plateforme Moodle ne seront pas évalués et auront seulement des attestations de participation. Alors, nous allons continuer. Voilà. Alors, c'est un cours de 1 mois à raison de 2 leçons par cours, 2 cours par semaine. Donc, 2 cours d'1 heure. Maintenant, on va faire 1 heure présentation et questions. Demain, même chose. Et puis, on reprend la semaine prochaine. On reprend la 3e semaine. Donc, en tout, c'est 6 heures. Et puis, la dernière semaine, ça sera sur la présentation et la discussion des projets qui auront été développés par les participants. Donc, aujourd'hui, la première leçon, c'est identification des sources de financement et les étapes principales de rédaction des projets. Alors, d'abord, pourquoi la recherche est importante? Nous allons voir l'importance de la recherche par rapport à l'université et puis par rapport au pays de façon générale. Par rapport à l'université, comme vous savez, la recherche, c'est une des missions de l'université, donc c'est très important. La recherche, c'est l'élément qui différencie les universités et les autres institutions d'enseignement supérieur, parce qu'à part les universités, les autres institutions n'ont pas l'obligation de faire la recherche. Et puis, comme vous le savez, la recherche, c'est le critère principal qui est utilisé pour l'évaluation des enseignants pour l'avancement des grades. Donc, c'est très important pour une université. Et bien sûr, pour faire la recherche, souvent, il faut avoir les moyens financiers nécessaires. Maintenant, par rapport à la nation, par rapport au pays, la recherche est très importante pour contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement. Et comme vous le savez, le plan national de développement, en fait, c'est un plan de mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau national. Ces objectifs ont été adoptés au niveau mondial et s'appliquent à tous les pays, que ce soit les pays développés ou les pays pauvres. Mais maintenant, au niveau national, chaque pays doit élaborer son plan. Et ce plan, c'est vraiment la mise en œuvre des ODD qui ont été adoptés au niveau mondial et maintenant comment on les applique au niveau national. C'est pour cela que vous verrez dans plusieurs, quand on va aborder le contexte, pratiquement chaque bailleur va demander de montrer comment est-ce que le projet proposé est lié à la mise en œuvre des ODD. Donc les ODD s'appliquent, contrairement aux OMD, les objectifs du millénaire, qui s'appliquaient principalement aux pays en développement, aux pays pauvres. Les ODD s'appliquent à tous les pays du monde. La France, la Belgique, l'Allemagne, le Burundi, la RDC, tout ça. Alors maintenant, il y a des travaux qui ont été faits récemment et qui montrent qu'en Afrique, les ODD ne peuvent pas être réalisés sans une contribution accrue, continue des institutions d'enseignement supérieur et surtout la recherche. La recherche doit aider à créer de nouvelles connaissances et à les adapter, les appliquer au programme de développement national. Donc, la recherche est très importante pour le plan national de développement. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les sources de financement. Il y a 3 sources majeures. Il y a 3 sources majeures pour le financement. D'abord, le budget national qui est alloué aux universités. Ensuite, dans plusieurs pays, il y a ce qu'on appelle un fonds national de la recherche. C'est un fonds qui est créé et où le pays va contribuer, le gouvernement fait sa contribution, mais aussi les bailleurs, les ONG, le secteur privé font des contributions. Et puis alors, ce fonds va être utilisé pour financer des activités de recherche. Mais il y a aussi, et c'est le plus important, des financements qui sont accordés par les donateurs.
Nous allons, donc c'est nécessaire de mobiliser des fonds au niveau extérieur et il y a un engagement mondial. Comme je disais, les ODD, il y en a 17 qui ont été adoptés par tous les pays du monde. Et il y a l'ODD numéro 17 qui constitue en fait un engagement collectif pour mettre à disposition, je ne vais pas dire tout ça, mais j'essaie d'expliquer. Cet objectif, c'est un engagement collectif pour mettre à disposition des ressources nécessaires pour aider différents pays à réaliser l'ensemble des objectifs du développement durable, des objectifs définis comme un paquet indivisible d'objectifs. Donc, il y a des liens entre les différents objectifs. Et l'objectif 17, c'est un engagement. Les pays développés, les organisations internationales se sont engagés à mettre en œuvre, à mettre en place ces ressources-là. Donc, les ressources sont disponibles. Maintenant, pour y aller, pour avoir accès, il faut avoir les capacités nécessaires. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Parce que ça se fait de façon compétitive. Tous les pays, tous les chercheurs ont accès à ces ressources. Ce n'est pas des ressources qui sont juste distribuées de façon arbitraire. Non, c'est basé sur des projets que vous allez proposer aux différents bailleurs qui se sont engagés à contribuer à ce fonds. Alors, je vais commencer par une étude de cas de 4 pays, voir comment c'est la situation de ces sources de financement au Burundi, au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud. Alors, il y a un tableau ici, j'espère que vous pouvez voir le tableau, c'est petit. Alors, il y a donc 3 colonnes, le budget national alloué aux universités, le Fonds national de la recherche et le financement extérieur. Alors, pour le Burundi, le budget alloué par l'État, par exemple à l'Université du Burundi, aujourd'hui, ça constitue à peine 1% du budget de fonctionnement de l'université. 1%. Et ce montant va diminuer. Va diminuer parce que on donne la priorité à d'autres dépenses qui sont plus ou moins, qu'on ne peut pas compresser, comme le recrutement du personnel, l'avancement, les fonds, les ressources liées à l'avancement des grades, et les constructions, ainsi de suite. Alors, c'est le peu qui reste, on va essayer d'allouer à la recherche. Donc, ce fonds va continuer à diminuer. Donc, c'est une erreur si vous croyez que vous allez faire votre recherche sur la base des fonds qui vont être donnés par l'université. Alors, le Fonds national de la recherche, ici au Burundi, ça n'existe pas. Dans tous les pays ceux qui ont fait des études en Belgique, en France, vous connaissez certainement le Fonds national de la recherche scientifique, FNRS en Belgique, le CNRS en France. Alors, dans la sous-région, dans l'EAC, tous les pays disposent de ce fonds, sauf le Burundi et le Soudan du Sud. Il y a eu des recommandations et j'espère que la Commission nationale de la science et la technologie et l'innovation va rapidement essayer de faire des propositions pour la création de tels fonds. Le financement des donateurs, c'est très, très limité ici au Burundi. Très limité. Donc, nous n'avons pas de choix que d'aller chercher des fonds à l'extérieur. Le cas du Kenya, alors j'ai mis quelques chiffres ici. En 2018, le gouvernement a donné 30 millions de dollars pour financer la recherche dans les universités. Donc, ça, c'est un montant qui est là, destiné à la recherche. On ne peut pas l'utiliser pour autre chose. 30 millions, ça, c'est ce que l'État a donné. Il existe un Fonds national de la recherche. Toutes les universités ont accès à ces fonds. Et puis, les universités ont aussi accès au financement donné par les bailleurs de fonds. Il y a beaucoup de financements. Je vais juste illustrer cela par les centres d'excellence de la Banque mondiale et le campus de l'Université panafricaine. Au Kenya, ils ont 3 centres d'excellence financés par la Banque mondiale. Le montant de financement, le premier groupe de centres, c'était 8 millions par centre. Maintenant, c'est descendu à 6 millions, mais c'est renouvelable. C'est pour une période de 3 à 4 ans, mais on peut encore prolonger si les résultats ont été atteints. Et puis, il y a un campus de l'Université panafricaine qui se trouve à Nairobi pour les sciences exactes, l'ingénierie et ainsi de suite. Et il y a donc plusieurs autres financements. Alors, si vous allez au Nigeria, là aussi, le gouvernement donne des fonds pour la recherche. Et je n'ai pas les montants précis, c'est pour ça que l'idée, ce n'était pas de donner les montants, mais d'indiquer que ça existe.
il y a un fonds national de la recherche, ça s'appelle le Tertiary Education Trust Fund. Ça, c'est un fonds qui est alimenté principalement par les intérêts des différentes entreprises qui travaillent au Nigeria. Par exemple, les industries pétrolières. Et là, chaque industrie doit donner 2% de ses bénéfices comme contribution à ces fonds. Ce sont des montants énormes. Et ce fonds est utilisé pour financer des activités de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche. Alors, si on regarde les centres d'excellence, le Nigeria maintenant en a une vingtaine, parce que dans le premier groupe de centres, le Nigeria a eu 10 centres, et puis le gouvernement a décidé de financer lui-même 7 autres centres qui remplissaient les conditions, mais qui n'avaient pas été retenus. Donc, ça fait déjà 17, ça c'était le premier groupe. Et puis le dernier groupe, troisième groupe, il y a aussi d'autres centres. Donc, en tout, ils ont une vingtaine de centres d'excellence qui fonctionnent là-bas. Et ils ont aussi un campus de l'école de l'université panafricaine à l'université d'Ibadan pour ce qu'on appelle les sciences de la vie. L'Afrique du Sud, là aussi, il y a des fonds qui sont alloués à l'université pour la recherche. Ils ont le Fonds national de la recherche, Fondation nationale de la recherche, alimenté par plusieurs sources, y compris le secteur privé. Ils ont un campus de l'école de l'université panafricaine pour les sciences spatiales. Et puis, ils ont plusieurs financements aussi qui viennent d'autres sources de financement. Alors, quel est l'impact de ce financement sur ces pays-là? Alors, premier impact, par exemple, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, les 3 pays produisent plus de 70% des publications de l'Afrique subsaharienne. Je dis bien plus. Ça peut être autour de 80%. Vous voyez donc l'impact de ce financement sur la production scientifique. Ensuite, l'autre impact, c'est qu'il y a 5 universités sud-africaines qui sont classées parmi les 500 meilleures universités au monde. Donc là aussi, ça peut être expliqué en partie par les financements qui sont alloués à la recherche et les travaux de recherche qui sont réalisés là-bas. Alors, il y a d'autres ressources au niveau régional. Au niveau de l'EAC, il y a un fonds régional de la recherche. Il y a un fonds régional de la recherche, mais je ne crois pas que le Burundi a déjà bénéficié de ce fonds. On n'a pas fait de demande, je crois. Alors, il y a aussi plusieurs autres financements, et notamment des pays nordiques. Ils donnent beaucoup de financements. Il y a aussi des centres d'excellence qui existent dans la région EAC. Je crois que le Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est gère une vingtaine de centres d'excellence. Mais là aussi, et le Burundi, je crois qu'il ne bénéficie de rien. Et donc, il faut au moins mettre en place des stratégies qui vont nous permettre d'accéder à ces fonds. Au niveau de l'Union africaine, là aussi, il y a un fonds de la recherche alimenté par différentes sources, mais il y a aussi des donateurs qui donnent des financements, notamment à travers le partenariat Union européenne-Union africaine, à travers le partenariat Union africaine avec la Chine, avec le Japon, avec la Turquie, avec la Russie et d'autres pays émergents. Encore une fois, c'est des ressources qui sont disponibles, mais il faut développer des capacités pour être en mesure d'accéder à ces ressources. Alors, je vais donner un exemple de quelques ressources qui existent. Dans le cadre du partenariat Union européenne-Union africaine, il y a plusieurs programmes pour lesquels le Burundi, la RDC sont éligibles. Il y a le programme Horizon 2020 qui vient de se terminer, qui va se terminer cette année. C'est 80 milliards de dollars. Pas uniquement pour l'Afrique, évidemment, c'est pour l'Union européenne, mais aussi les pays africains sont éligibles pour ces fonds. On n'a jamais accédé à ça. Il y a un nouveau programme qui va remplacer celui-là. C'est le programme Horizon Europe. 100 milliards de dollars pour la période de 2021 à 2027. Il y a le programme Erasmus Plus, avec plusieurs composantes. Erasmus Plus pour la mobilité internationale des crédits, ça c'est la mobilité des étudiants. Vous faites des partenariats avec des universités de l'Union européenne et puis les étudiants peuvent aller là-bas. Bien sûr, on dit mobilité de crédit, c'est-à-dire les crédits que l'étudiant arrive à valider là-bas doivent être reconnus dans l'université de départ
il y a le programme Erasmus, renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ce sont des programmes qui sont mis en œuvre en partenariat avec des universités européennes. Et ici, le montant minimum du projet qu'il faut soumettre, je crois, c'est 1 500 000 €. Donc, ce sont des montants énormes. Et puis, il y a des programmes de bourses d'études en quotidien. Alors, toujours partenariat Union européenne, Union africaine, il y a ce qu'on appelle le programme Tuning Africa. Ça, c'est dans le cadre de l'assurance qualité. Et comment harmoniser les programmes pour que les programmes, par exemple, du Burundi soient comparables avec ceux de la Tanzanie, avec ceux du Sénégal et tout. Il y a un programme comme ça qui est mis en œuvre au niveau de l'Union africaine. 45 pays aujourd'hui participent avec plus de 120 universités. Je crois que le Burundi ne fait pas partie de ça. Il y a les actions Marie Skłodowska-Curie qui financent plusieurs activités, financent des réseaux de formation, des programmes conjoints de formation à la recherche, c'est pratiquement la formation doctorale, des bourses individuelles, des programmes de recherche postdoctorale, des échanges d'enseignants et de chercheurs. Alors, entre 2014 et 2019, ce programme a financé, il y a 1233 Africains qui ont bénéficié de ces activités. Et le Burundi, je crois qu'il ne fait pas partie. Et il y a aussi le programme de mobilité intra-africaine. C'est un programme entre l'Union européenne et les pays ACP. C'est un programme qui s'appelait avant le programme de bourse Julius Nyerere. Maintenant, c'est porté pour l'Afrique. Maintenant, ça a élargi aux pays ACP. Et là aussi, je crois que le montant minimum qu'il faut demander, c'est autour de 1 million de $. Donc, c'est des montants vraiment importants si on a les capacités de le faire. Alors, il y a le programme des centres d'excellence de la Banque mondiale. Pour le moment, le budget s'élève à 456 millions de $. Et il y a 58 centres qui sont opérationnels, 58, dans 45 universités. Et alors, dans notre région ici, Afrique de l'Est, Afrique orientale, il y en a, je crois, 24. Il y a 4 au Rwanda, il y a 4 en Tanzanie, 4 en Éthiopie, il y a 3 au Kenya, il y a 3 en Ouganda, 2 en Zambie, 2 au Malawi. Le Burundi n'a pas pu faire de propositions. D'ailleurs, on n'était même pas éligible parce que c'est au moment où on n'avait même pas encore de master ou d'école doctorale. Et la Banque mondiale avait dit qu'on ne peut pas faire l'excellence uniquement avec le programme de bac de premier cycle. Mais il y a un autre programme, un autre appel qui va être lancé pour une nouvelle, pour de nouveaux financements. Parce qu'il y en a eu 2 pour l'Afrique orientale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et puis, il y a déjà un appel pour l'Afrique orientale, l'Afrique australe. Il y a un deuxième appel qui doit être lancé. Je crois qu'ici, la stratégie serait de se positionner déjà. En regardant ce qui a été financé ailleurs, comment est-ce qu'on peut commencer à se positionner ici et à travailler dans ce domaine pour pouvoir accéder à ces financements. Il y a 34 programmes parmi ceux-là qui bénéficient déjà des accréditations au niveau international. Alors, comme je disais, le Nigeria avait, dans le premier round, avait bénéficié de 10 centres. Et puis, le gouvernement a décidé de financer lui-même 7 autres centres. Et maintenant, il y a d'autres centres qui sont financés. Donc, ils ont une vingtaine de centres d'excellence qui fonctionnent au Nigeria. Alors, il y a un centre particulier que nous connaissons ici, c'est le centre d'excellence sur les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. C'est un centre qui se trouve à l'Université de l'État de Lagos et qui a une collaboration très étroite avec notre école doctorale. Il y a des étudiants qui ont suivi des cours dans ce centre-là. C'est ce centre qui a organisé la formation sur le développement des plateformes Moodle que nous avons suivi. Et nous avons aussi la chance, parce que pour le moment, c'est moi qui suis président du comité international de ce centre. Et donc, il y a des messages qu'on peut faire passer pour permettre aux doctorants de l'école doctorale de bénéficier de ces financements. Alors, il y a d'autres sources de financement, je ne vais pas aller dans les détails, parce que c'était pour montrer que ces sources existent. Il y a le forum, le réseau, le forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. Pour le moment, le forum finance un incubateur ici à l'école doctorale pour la création des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire,
Mais ils ont beaucoup d'autres financements qui sont disponibles. Il y a TWAS. TWAS, dans le temps, c'était Third World Academy of Sciences. Mais maintenant, ils ont changé, ça s'appelle The World Academy of Sciences. Et là aussi, il y a beaucoup de programmes. Ce ne sont pas des programmes avec beaucoup de financement, mais ça donne beaucoup de possibilités. Il y a le DEAD, ça je crois que vous le connaissez. Il y a des programmes qui financent des mobilités. Maintenant, il y a des programmes pour... Il y a plusieurs programmes. L'Union africaine, j'en ai parlé. Il y a CODESRIA, Conseil pour le développement en sciences sociales en Afrique. Il est basé à Dakar. Là aussi, il y a des financements. Il y a l'Académie des sciences d'Afrique. Ici aussi, j'ai beaucoup d'informations parce que j'ai été 2 fois vice-président de cette académie et plusieurs fois membre du conseil d'administration. C'est une académie qui a beaucoup de financements. Pour le moment, nous sommes en train de voir comment établir un partenariat avec cette académie pour un programme en sciences humaines et sociales. Et il y a des discussions qui sont en cours. Alors, il y a aussi l'AUF, que vous connaissez bien, Agence universitaire de la francophonie. Pour le moment, l'école doctorat bénéficie de 2 programmes, 2 actions, une action pour la mobilité des étudiants, une action pour l'appui aux enseignants. Mais il y a par exemple l'Institut de statistique qui bénéficie d'un financement pour la création et le fonctionnement d'un master lié aux statistiques, bien sûr. Il y a un autre programme qui s'appelle BioInnovate Africa. C'est un réseau d'innovation en matière de bioressources pour le développement de l'Afrique de l'Est. C'est un programme qui est géré par un centre qui s'appelle ICP, un institut ICP, un centre, pardon, ICP, International Center of Insect Physiology and Ecology, qui se trouve à Nairobi. Donc voilà, il y a plusieurs sources de financement qui sont disponibles. Après, comme j'ai dit, on fera un inventaire de tous ces centres qu'on va mettre en ligne et puis mettre à jour régulièrement. Maintenant, les étapes. On a vu quelles sont les possibilités de financement. Maintenant, il faut élaborer un projet pour essayer d'accéder à ces financements. Parmi les étapes, je donne d'abord les étapes génériques qu'on a regroupées en 5 et chacun de ces étapes fera l'objet d'une présentation comme celle-ci et de discussions. Donc, demain, on va voir comment faire l'analyse du contexte pour pouvoir justifier le projet qu'on veut proposer. À partir de ce contexte, comment formuler les objectifs, la revue de littérature et puis les résultats attendus. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse SWOT. En anglais, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Cette analyse vous permet de voir, de dégager les stratégies qu'il faut utiliser pour mettre en œuvre votre projet. Donc, vous analysez d'abord quelles sont vos forces et vos faiblesses au niveau interne, et puis les opportunités et les menaces externes. En les mettant ensemble, vous voyez quelles sont les... Et ça, c'est très important pour la méthodologie de la recherche que vous allez proposer. Alors, l'autre partie des étapes, c'est le cadre logique. Le cadre logique vous donne... C'est une matrice qui met ensemble les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs et puis les hypothèses. C'est là où vous utilisez l'analyse SWOT dans les hypothèses. Alors, il faut maintenant, ça vous permet aussi de définir des indicateurs qui sont précis, qui sont mesurables, qui sont, qu'on appelle SMART, c'est-à-dire specific, measurable, achievable, time-bound, quelque chose comme ça. C'est vraiment très spécifique. Alors, troisième étape, après avoir fait le cadre logique, vous devez montrer quelles sont les activités que vous allez mettre en œuvre, quelle est la méthodologie qui s'impose pour vous, qui va aussi sortir de l'analyse SWOT, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, parce que vous n'avez pas de force, vous n'avez pas dans ce domaine, ou bien parce que l'analyse montre que cela ne peut pas s'appliquer chez vous. Donc, il y a la méthodologie. Alors, il y a le plan de mise en œuvre. Vous devez... Et évidemment, toutes ces étapes sont liées. Il y a le plan de mise en œuvre qui vous permet de faire un monitoring précis. Vous savez qu'à tel moment, vous devez avoir fait et réaliser tel résultat, pourquoi ce n'est pas fait, comment corriger et tout. Et puis, il y a ce qu'on appelle un plan de suivi et d'évaluation du projet. Donc, c'est ça les étapes. Mais j'ai ajouté une autre étape parce que nous, comme le résultat attendu, nous voulons que chacun puisse avoir un document de projet. Donc, nous allons, la dernière semaine, nous allons l'utiliser pour évaluer
les différents projets qui seront développés et s'assurer que vous avez bénéficié des inputs des uns des autres pour que ce soit un document vraiment qui soit prêt à être accepté par un bailleur pour financement. Donc ça, ce sont des étapes. Mais comme je disais, c'est des étapes génériques. Parce qu'il y a d'autres bailleurs qui imposent d'autres choses, en plus de ça, ou peut-être qui ne demandent pas nécessairement tel aspect de ces étapes, mais c'est ça vraiment les étapes principales de façon générique. Maintenant, de façon spécifique, comment tout cela se passe? D'habitude, les bailleurs de fonds, ils lancent un appel. Ils lancent un appel à projet, ils disent, nous voulons financer un projet dans tel domaine et pour tel montant, et ils donnent un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Par exemple, ils peuvent demander, souvent, ils demandent qu'il y ait déjà un plan stratégique qui montre que le projet que vous proposez est une priorité pour vous. C'est reflété dans votre plan stratégique, mais vous avez seulement besoin de ressources pour mettre en œuvre. C'est quelque chose qui est lié à ce que vous faites. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de bailleurs qui vont demander de montrer comment le projet est en relation et en adéquation avec les ODD. Les ODD. Et puis, il y a d'autres qui imposent que le projet soit fait au sein d'un consortium. C'est-à-dire, on n'accepte pas des projets individuels. Il faut que vous puissiez travailler avec des partenaires, parfois uniquement dans le pays, parfois dans la région, parfois il faut impliquer des institutions européennes. Et il y a d'autres qui aussi imposent que vous preniez en compte le genre dans la formulation de votre projet. Donc ça, c'est... il y a beaucoup d'appels d'offres qui utilisent ces... qui demandent, qui exigent que vous puissiez aussi aborder ces questions-là. Alors, il y a d'autres projets spécifiques. Par exemple, il y a un fonds de recherche de l'Union africaine. Je prends l'exemple d'un projet qui a été financé en 2018. Ça s'appelle African Union Research Grant. Alors, ici, comme vous voyez, on impose que ce soit une recherche collaborative. C'est-à-dire, vous ne le faites pas seul. Il faut avoir d'autres collaborateurs. Parfois, ils disent de quel genre de collaborateurs, si ce sont des collaborateurs de votre pays, de votre institution, ou de l'Afrique, ou je ne sais pas. Alors ici, par exemple, on avait même imposé des domaines de recherche. C'était le développement durable, la lutte contre la pauvreté et les questions d'éthique et de genre. Et donc, il faut, si vous êtes en dehors de ce domaine, normalement, ce n'est pas accepté, mais si vous pouvez montrer que votre projet rentre dans ce domaine, vous êtes éligible. Alors, il y avait une autre condition, il fallait que le projet puisse contribuer au renforcement des capacités de l'Union africaine, capacité à concevoir, mettre en œuvre des programmes de financement dans le domaine de la recherche et l'innovation. Et puis, l'autre condition, c'est qu'il fallait au moins que le projet porte sur un budget de $1 million. Ça, ce sont des conditions qui se trouvent dans les appels, qui peuvent être supplémentaires aux étapes que je vous ai montrées. Alors, il y a Erasmus+, je vous ai montré la liste d'Erasmus. Ça, c'est le Erasmus+, renforcement des capacités. Alors là, on demande de mettre l'accent sur l'innovation. Qu'est-ce que ce projet apporte en termes d'innovation? On demande aussi de montrer quelle est la valeur ajoutée européenne, c'est-à-dire c'est un projet qui vous exige de travailler avec des partenaires européens, mais vous devez expliquer pourquoi le choix de l'Université de Naples ou de l'Université catholique de Louvain, pourquoi ce choix est important et qu'est-ce que ça apporte et quelle est la valeur ajoutée de cette contribution, de ce partenariat dans la mise en œuvre de votre projet. Et puis, il y a aussi, pour ce projet, on demande de montrer qu'il y a une coopération interrégionale, c'est-à-dire dans le projet, il faut qu'il y ait des partenaires au niveau, si c'est un projet soumis par exemple, l'école doctorale de l'Université de Burundi, il faut peut-être un ou deux partenaires du Burundi, il faut peut-être des partenaires d'autres pays, la RDC, la Tanzanie, mais aussi il faut des partenaires européens. Donc, ce sont des exigences qui sont données par les différents bailleurs de fonds. Alors, maintenant, voilà, nous avons vu quelles sont les sources potentielles, et nous avons vu quelles sont les étapes. Maintenant, le processus lui-même,
Alors, le processus, nous allons voir qu'à partir de maintenant, on ne peut pas présenter et développer le projet de façon générale. Il faut choisir un thème. Chaque participant doit choisir un thème sur lequel il veut développer un projet qui sera évalué à la fin. Donc, on vous demande à partir d'aujourd'hui, chacun, et ce thème, on va déjà l'utiliser dès demain, parce que quand nous allons faire le contexte, le contexte c'est par rapport à un thème donné. Le contexte, c'est par rapport à la jeunesse, c'est par rapport aux femmes, par rapport à l'environnement. Donc, il faut que chacun puisse choisir un thème sur lequel il va travailler à partir de maintenant jusqu'à la fin. Alors, maintenant, à la fin de chaque leçon, par exemple, à la fin de cette leçon, on va vous donner un devoir. Le devoir, c'est quoi? C'est-à-dire, vous prenez votre thème et vous regardez ce qu'on a fait dans la leçon et vous l'appliquez sur votre thème. Par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous choisissez votre thème et vous allez voir par rapport à ce thème quelles sont les sources de financement possibles, potentielles. Et puis, mais à la fin, il faut choisir un financement, une source, parce qu'après, vous devez vous aligner à ces exigences et ainsi de suite. Et puis, maintenant, moi, pour ce cours, ce que j'ai choisi, c'est le renforcement des capacités d'entrepreneuriat dans l'agrobusiness. C'est ça que nous allons utiliser. Quand nous allons faire le contexte demain, ça sera le contexte par rapport à cette question. Et les objectifs et tout ça, ça sera par rapport à cette question. Mais pour d'autres questions comme l'analyse SWOT, nous allons utiliser l'exemple de l'école doctorat parce que nous avons fait cette analyse de façon détaillée et nous pouvons, je crois, le faire assez facilement. Je crois que c'est... Alors, oui, voilà, les devoirs, comme je disais, chaque semaine, il y aura un devoir. Après la leçon d'aujourd'hui, il y a la première partie du devoir, c'est-à-dire vous choisissez d'abord un thème, vous allez identifier les partenaires qui sont dans ce thème-là. Bon, une recherche sur Google doit vous aider. Et puis choisir un donateur qui vous semble avoir le meilleur profil pour financer le projet. Et puis, vous allez identifier, en plus de la liste que je vous ai donnée, des étapes principales, identifier les autres exigences de ce partenaire spécifique que vous aurez identifié. Et puis demain, on va continuer. La deuxième partie du devoir, ça sera par rapport à ce qu'on va faire demain. Voilà donc ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, nous allons... il est 11h11. Nous allons maintenant passer aux questions, réponses et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des questions, maintenant c'est ouvert. Ok, vous pouvez applaudir. Il y a 26 là. Donc voilà, moi j'ai fini. Maintenant, on a les questions, les commentaires, les contributions et ainsi de suite. Jusqu'à 11h30. Voilà, celui qui veut prendre la parole, il va activer le micro et puis prendre la parole. Il y a aussi un chat ici. Vous pouvez aussi envoyer des messages à toute la classe, mais vous savez comment ça marche. Ou à un individu, si vous avez des commentaires à faire à travers cela. Voilà, donc on attend les questions, les commentaires, les contributions. Apparemment, il n'y a pas de questions ou de commentaires. Parce qu'on les fait l'année, hein. Commencer par Ferdinand, je crois que son micro, il peut activer son micro. Oui, d'accord. Oui, le doyen, il faut activer le micro. Activez votre voix là, c'est fait. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Bonjour professeur et merci beaucoup pour la présentation.
J'aimerais dire d'abord qu'ici, au campus de Nyamgerera, nous avons suivi la conférence A3. Il y a le vice-doyen qui a suivi la conférence. Il y a le laboratoire de recherche que nous avons qui a aussi suivi la présentation. Alors, pour les deux, je pense qu'il faut d'abord les connecter sur le système parce que nous n'allons pas toujours faire une présentation partagée. Je pense qu'il faut les connecter. Je vais vous envoyer les identifiants. Et puis, j'avais une question par rapport à l'accès à la présentation. Vous avez dit que nous allons la voir via Moodle. Je ne pense pas que nous avons tous Moodle, mais je pense que vous allez nous aider à nous connecter et pour avoir la présentation aujourd'hui, afin de faire ce devoir que vous venez de nous donner. Voilà, je vous remercie. Alors, pour la présentation, en principe, Lambert a enregistré tout ça. Donc, dès que possible aujourd'hui, nous allons partager avec vous et le PowerPoint et une vidéo YouTube qu'il a enregistrée pendant la présentation. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, contributions, questions? Nous avons encore 15 minutes. Il y a Christian qui lève la main, il peut activer sa micro. Oui. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, Christian. Oui, premièrement, moi, en tant qu'informaticien, c'est une excellente opportunité d'assister à votre présentation qui est tellement riche. Surtout, j'avais des questions par rapport à l'activité, surtout concernant le premier devoir. Vous avez suggéré qu'on puisse travailler dans l'entrepreneuriat qui se consacre plus dans l'agro-business. Est-ce que pour le cas du projet ou bien le thème sur lequel on va travailler, est-ce que si une personne est intéressée, par exemple, de travailler sur le domaine qui est en rapport avec l'agro-business et que on n'a pas, personnellement, j'ai pas les notions ou bien le bagage intellectuel ou bien les connaissances en rapport avec ce thème, est-ce qu'il y a un petit moyen de travailler sur ce thème et de le développer jusqu'au point où le projet peut être soumis en donateur ou bien en bailleur qui puisse financer ce projet. Merci beaucoup. Oui, je crois que tous les domaines, on peut le faire dans tous les domaines, hein, parce qu'on ne va pas travailler seul. Il y aura, quand vous terminez la première partie, disons cette semaine, quand vous terminez cela, normalement, vous allez le mettre sur la plateforme Moodle. Si ce n'est pas possible, on va voir sous quelle forme. Mais nous allons nous arranger pour vous donner déjà un feedback et puis avancer ensemble. Et comme je disais, à la fin, développer un projet. Et donc, moi, j'ai pris l'exemple que nous allons utiliser, agro-business, parce que nous avons fait un certain nombre de travaux, nous avons mobilisé des ressources dans ce domaine. Donc, c'est plus facile d'expliquer, par exemple, les questions de contexte, les autres questions liées à ça. Mais les autres, chacun choisit un thème. Ça peut être celui-là, ça peut être un autre thème, et puis il va appliquer les mêmes concepts sur son thème, mais nous aurons des feedbacks au fur et à mesure qu'on avance pour nous assurer qu'à la fin, chacun pourra avoir un projet prêt à être financé. C'est-à-dire que, par exemple, avec le COVID-19, il y a l'évolution, il y a le développement des technologies ou bien l'exploitation des technologies d'enseignement en ligne. Est-ce qu'il y a-t-il moyen aussi de proposer un thème qui est en rapport avec
la vulgarisation de la connaissance via les nouvelles technologies ou bien les plateformes qui peuvent nous aider à, par exemple, comme ces technologies, le Moodle ou bien le Zoom ou bien d'autres plateformes qui peuvent introduire ou bien faciliter, par exemple, maintenant, l'université du Burundi, la plupart des cours sont dispensés en présentiel. Est-il moyen de penser ou bien réfléchir à un programme ou bien une plateforme qui peut aider à l'université de passer à l'université maintenant qui est en ligne, par exemple? Oui, absolument, absolument. Je crois que tout le problème, c'est d'essayer d'identifier des bailleurs qui pourraient soutenir une telle initiative. Et puis, on développe ce projet et on cherche le financement. Merci beaucoup. Oui. Lambert, il y a quelqu'un d'autre? Je vois Ferdinand Kahenga, il peut activer son micro. Oui, d'accord. Et puis après, il y a Kibambi. Oui, il y en a assez, il y a Kibambi, il y a, Ok, d'accord. il y a Henri Kabanyegeye. Ok, donc tu vas gérer tout ça. D'accord, on commence par Ferdinand. Ok. Ferdinand, vous avez la parole. Apparemment, Ferdinand n'est pas prêt. On passe au suivant. Kibambi. Activez le micro. Monsieur Kibambi, vous pouvez activer le micro. Non. Peut-être le suivant. Je crois que Ferdinand a son micro est prêt, il peut parler. S'il nous écoute. Ferdinand. Le suivant, alors, c'est qui le suivant? C'est Biamungu. Biamungu, tu peux activer le micro. Oui, merci professeur pour la parole. Oui. Merci pour la parole et merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour suivre les cours qui a trait au projet. Je trouve qu'avec les histoires de Covid, donc nous allons identifier les donateurs d'une manière virtuelle. C'est à la longue que peut-être on pourra être réaliste avec le projet que nous allons développer. Comment allons-nous identifier exactement les gens qui pourront intervenir dans tel ou tel autre projet, étant donné que nous serons d'une manière virtuelle, nous ne serons pas réalistes? C'était ça ma préoccupation. Mais pour communiquer avec ces gens, je crois que c'est les technologies comme celles qu'on utilise maintenant. Ou alors, je n'ai pas bien compris la question. Oui, c'est qu'en identifiant les problèmes, les contextes dans lesquels nous voulons intervenir, oui. Le projet peut avoir plusieurs ramifications. C'est peut-être au fil du temps que nous évoluons qu'on sera en train de se recadrer convenablement et savoir avec quel donateur on peut alors intervenir. Parce que nous ne sommes qu'au premier jour. Un projet, par exemple, d'encadrement de tous les enseignants des sciences en mathématiques, qui prend les écoles primaires, les écoles secondaires et même les universités, par exemple, on pourra être en train de cheminer peut-être et identifier plusieurs partenaires, plusieurs donateurs, et à la fin, peut-être quand on sera vers la fin du cours, cibler celui qui peut peut-être nous appuyer dans ce sens-là. C'est ça mon inquiétude, quoi. Non, ce qu'on propose, c'est d'aller étape par étape. Par exemple, aujourd'hui, on a fait l'identification des sources de financement et les étapes de développement d'un projet. Alors, si vous avez une idée en tête, par exemple,
bon, une idée de formation des enseignants. Vous regardez à travers, déjà, parmi les financements que j'ai donnés, les sources, il y en a qui peuvent s'appliquer dans tous les domaines, hein, comme les partenaires avec l'Union européenne, c'est dans tous les domaines. Alors, vous regardez, bien sûr, en utilisant l'Internet, vous pouvez déjà identifier un certain nombre de bailleurs possibles, et puis vous appliquez ce qu'on a fait. Je crois que l'avantage, c'est que pour le moment, on est en équipe, on est en groupe. Quand vous avez une idée, vous développez, les autres peuvent donner des contributions, peuvent faire des commentaires. C'est plus efficace que si vous voulez le faire tout seul. Évidemment, à la fin, vous pouvez toujours considérer cela comme un premier draft et puis élargir les consultations. D'accord. Merci, prof. OK. Lambert, le suivant, vous pouvez... Henri peut activer son micro, c'est déjà, j'ai fait la main. Henri. Oui, Lambert. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous remercier sur votre présentation qui était vraiment très claire, non seulement qui nous montre les sources de financement qui existent, sans oublier aussi du coût de ce module. Nous aurons acquis des notions pour monter des projets à soumettre aux bailleurs. Alors, une petite question probablement transversale à votre présentation. Vous avez parlé que le Forum finance un incubateur à l'école doctorale, si j'ai bien compris. Alors, personnellement, j'aimerais avoir des informations par rapport à cela. Parce que souvent, quand on parle d'incubateur, je l'entends souvent, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et puis, deuxièmement, comment est-ce que l'incubateur fonctionne? Probablement, quels sont les intervenants dans ce projet d'incubateur qui est logé à l'école doctorale et quels sont ou qui seraient les bénéficiaires? Voilà, merci. C'était ma petite question, monsieur le directeur. OK. Peut-être on prend d'autres interventions et puis je vais répondre à la fin. Lambert? Ça? Oui. On prend d'autres questions, d'autres interventions et puis je vais répondre. Ça peut activer son micro. Oui. Prof Vanouza. Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voudrais juste émettre une idée à propos de la collaboration dans cette formation. Parce qu'avec votre exposé, ce qui était très riche, j'ai envie que nous puissions à la fin pouvoir produire des projets valables qui puissent être financés. Parce que nous avons vu avec les centres d'excellence, c'est dommage qu'ici chez nous, on n'a aucun centre d'excellence. Avec cette formation, ça pourrait être un début pour avoir des projets de grande envergure qui pourraient être financés. Et là, je voudrais demander quelles sont d'autres personnes qui seraient impliquées dans cette formation, qui pourraient nous aider avec vous. Par exemple, je pourrais parler, par exemple, comme on parle de la recherche, les projets en rapport avec la recherche, la direction de la recherche, ou bien les cellules qui s'occupent de la coopération au niveau de l'université. Voilà ma petite question. Merci. OK. Lambert? Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Vous pouvez répondre. OK. Je commence par la dernière question. Bon, ça, c'est une initiative. Je sais qu'il y a un besoin dans ce domaine et on l'a montré. La recherche, c'est une des missions principales de l'université, mais pour le moment, apparemment, les intéressés et les autorités n'y apportent pas beaucoup d'importance. Donc, ça, c'est une initiative de notre Académie des sciences. Nous avons dit nous pouvons commencer cette formation. Bien sûr, les autorités de l'université ont été contactées.
on a contacté tout le monde. Est-ce que les directeurs des centres de recherche ont été invités? On a invité pratiquement tous ceux qui peuvent être intéressés. Mais pour le moment, ils n'ont pas répondu. Nous allons continuer, nous allons faire ce qu'on... Mais en principe, à la fin de ce cours, comme je disais, chacun devrait être en mesure de développer un projet. Maintenant, peut-être qu'à ce moment-là, il y a d'autres questions qui vont émerger et puis ensemble, nous pourrons voir comment il faut faire pour répondre à ces nouvelles questions. Et s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à contribuer, mais déjà ce groupe, c'est aussi, ces gens qui participent vont aussi contribuer. Chacun a son expérience, il y a des thèmes qui vont peut-être être similaires, les gens vont interagir, et ainsi de suite. Mais pour le moment, au niveau de l'université, on a contacté tout le monde, et on n'a pas eu des gens intéressés à venir partager leur expérience. Peut-être qu'ils viendront. Maintenant, l'incubateur, ça peut être considéré comme une structure légère pour aider les gens. Bien sûr, d'abord, il faut définir le domaine. Nous avons créé cet incubateur dans le domaine de l'agrobusiness parce que l'appel a été lancé par Ruforum. Ruforum, c'est un réseau de renforcement des capacités en agriculture. Et donc, ils ont bénéficié d'un financement d'une fondation canadienne, je crois que c'est Mastercard Foundation, pour financer des projets qui portent sur la création d'entreprises, pas des jeunes, dans le domaine du renforcement, dans le domaine de l'agrobusiness. Donc, c'est une structure qui peut... les gens viennent dans cette structure avec des idées et vous les aidez, comment il faut mûrir ces idées et comment renforcer leurs capacités en entrepreneuriat jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de créer l'entreprise. Après, maintenant, il y a d'autres structures qui disposent de financement. Et tout. Donc, l'incubateur, c'est comme une première étape dans le processus de création d'une entreprise. On vous donne vraiment les capacités qu'il faut, on vous donne l'appui qu'il faut en termes de conseils, en termes de recherche de financement, en termes de... nous, quand nous avons élaboré ce projet... Alors, voilà un exemple. Moi, je suis mathématicien, mais quand j'ai vu cet appel, on a consulté les collègues de la faculté d'agronomie et d'autres. Bon, s'ils pouvaient faire des projets, il n'y a pas eu d'intérêt. Alors, moi, j'ai fait en utilisant exactement cette méthode. Le projet a été retenu. Il y a d'autres universités qui ont aussi bénéficié de ça. Après, nous avons informé la communauté universitaire parce que ce n'est pas l'université. Le projet se limite à l'université du Burundi. Et se limite aussi au domaine de l'agrobusiness. Mais après, notre idée, c'est élargir à d'autres domaines, mais élargir aussi peut-être à l'extérieur de l'université du Burundi. Pour le moment, nous avons 10 équipes qui ont créé des entreprises. Il y a des équipes composées uniquement d'étudiants, des équipes composées uniquement d'enseignants et des équipes mixtes. Mais ce que nous avons dit, c'est que même les équipes composées uniquement d'enseignants, il faut qu'ils puissent intégrer des étudiants pour qu'à la fin, chaque équipe, bien sûr, ils ont déjà créé des entreprises, on les aide maintenant avec les premières activités, mais il faut que chaque équipe puisse aussi aider des jeunes à créer des entreprises. Alors, il y a bien sûr des capacités qu'il faut développer et pour cela, ce que nous faisons, nous sommes en train de développer une autre plateforme Moodle pour les créateurs. Et nous allons mettre en ligne des formations, des modules qui ont été développés par le forum, mais d'autres modules aussi. Et puis, nous allons faire des activités comme celle-ci où on forme des gens, pas sur la mobilisation des ressources, mais peut-être pour les capacités en entrepreneur. Donc, pour résumer, un incubateur, c'est juste une petite structure où vous pouvez aider des jeunes avec des idées, des jeunes, mais des moins jeunes aussi, avec des idées pour commencer quelque chose, pour créer une entreprise. Ça peut être les aider à trouver des financements, les aider à mûrir les idées jusqu'à ce que ça puisse aboutir à l'entreprise, les aider avec l'espace, peut-être leur donner un espace de travail, et ainsi de suite.
Mais si vous avez un moment, vous pouvez passer ici, nous pouvons en discuter plus en détail. Je pourrais vous montrer ce qu'on est en train de faire. OK. Il est maintenant 11h33. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut arrêter ici pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain à la même heure, à 10h30, pour la deuxième leçon de la semaine. Après, vous serez libre de travailler sur vos devoirs, lire les documents qui sont en ligne, jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Je vois M. Ferdinand qui demande si, je ne sais pas s'il peut intervenir, je ne sais pas si on peut raccorder quelques minutes. Oui, Okay. oui, d'accord. Il peut activer maintenant le micro. Non, mais peut-être qu'il n'est pas prêt. Ferdinand, vous êtes prêt? vous nous écoutez? Ferdinand, tu nous savais, mais on ne t'entend pas. OK. Non, de toute façon, on se rencontre demain. S'il a une question, il peut la réserver pour demain. Donc, demain, à 10h30, on ferme la classe. Et ça sera de 10h30 à 11h30, la présentation et les questions. OK, donc, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit demain sur la même plateforme. Je crois qu'on va... Lambert, est-ce que c'est le même lien? Non, on va créer un autre lien. On va créer un lien, on va vous l'envoyer. Le sera envoyé par mail. Ils vont avoir le lien de la réunion de demain. De demain. OK. Très bien. OK. Au revoir tout le monde. Bonne journée.